Bon, pour vous expliquer un peu le contexte de cette formation-là, en fait, c'est une formation organisée par Hive Organization, une organisation un peu non lucrative, en partenariat avec la blockchain Stacknet. Et notre objectif ici, c'est de faire, après 8 séances, de faire en sorte que les développeurs qui suivent ces formations-là soient capables de pouvoir évoluer tout seuls en tant que développeur blockchain, que ce soit des développeurs back-end ou des développeurs front-end blockchain. Voilà. Donc, pendant tout le parcours, euh, nous avons fait une introduction par rapport à Ethereum, la blockchain Ethereum, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons parlé de Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels problèmes ça résout, tout ce qui va avec. Ensuite, nous avons parlé euh, ensuite, nous avons parlé aussi euh, un instant. Voilà. Ensuite, nous avons parlé euh, de Cairo, du langage de programmation Cairo. Nous avons parlé de Stacknet aussi. Stacknet, c'est une couche 2, c'est une blockchain de niveau 2, quoi. Voilà, qui vient faire en sorte que les transactions sont moins chères. Vous savez que tout ce qu'on fait sur la blockchain est payant, n'est-ce pas? Voilà, donc cette blockchain-là vient faire en sorte que tout ce qu'on fait sur Ethereum soit moins cher. Voilà, soit moins cher, plus léger, plus rapide et tout ce qui va avec. Et ensuite, euh, nous avons appris à coder le langage de programmation Cairo. Et après, parce que le langage de programmation Cairo, c'est le langage de programmation utilisé pour développer des smart contracts. Les smart contracts, ce sont des back-ends. C'est le back-end sur les applications Web3 ou les applications blockchain, entre griffes. Et ensuite, nous avons appris à écrire des smart contracts, donc les back-ends. Ensuite, nous avons appris à créer une crypto-monnaie personnalisée. On est arrivé à Manaf. Donc, ensuite, nous avons appris à part ça, nous avons appris à faire quoi d'autre? Nous avons appris à tester le back-end, donc le smart contract, comment écrire un smart contract pour pouvoir tester ce que nous avons fait, pour voir si est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il faut revoir des choses et tout ce qui va avec. Et ensuite, actuellement, maintenant, nous sommes en train de parler de comment connecter son back-end au front-end. Donc, un back-end blockchain ou un back-end Web3 à un front-end. Voilà. Donc, ça, c'est principalement dédié aux développeurs qui veulent faire du front-end sur la blockchain. Voilà. Donc, sur la blockchain aussi, c'est un peu comme dans le domaine du Web2 où nous développons des back-ends, des API et tout ce qui va avec. Et ensuite, il y a des développeurs front-end qui intègrent ça et il y a des développeurs full stack qui font les deux. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Bon, je pense que nous allons commencer. Nous n'allons pas perdre de temps. Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Bonne arrivée à Idrissa. Donc, dans cette session, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer principalement? C'est que nous allons apprendre à écrire des smart contracts. Et non, nous allons apprendre à connecter nos smart contracts au front-end pour pouvoir tester en utilisant Scaffold Stark. Voilà. Scaffold Stark, c'est un environnement ou un framework. C'est un framework qui a été mis en place par Stacknet pour permettre à ce que, pas forcément par Stacknet, Scaffold même est une entreprise à part entière qui a développé Scaffold Stark. Ils ont aussi Scaffold et Scaffold autre chose. Donc, qui permet de pouvoir mettre en place des projets vite fait, des projets Web3 qui combinent le front-end et le back-end facilement, quoi, vite fait. Genre, bricoler un MVP vite fait pour des hackathons, des présentations, genre, le minimum qu'il faut. Voilà. Après, maintenant, vous pouvez développer mieux votre projet avec d'autres choses. Mais pour pouvoir faire un truc en un temps record, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous pouvez utiliser Scaffold pour faire ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, notre équipe est constituée de 4 personnes, de 4 formateurs principalement. Et au début, vous avez rencontré, pour tous ceux qui étaient là depuis le début, vous avez rencontré forcément Caleb, qui leur a parlé de la partie théorique vraiment,
aussi technique de la blockchain. Donc, il nous a parlé de Ethereum, de Bitcoin, comment ça marche, tout ce qui va avec. Ensuite, il nous a parlé de StackNet et des couches de niveau 2. Voilà. Ensuite, il y a Washiu, Geoffrey plutôt, Geoffrey qui nous a appris à écrire du Cairo dans le langage de programmation, qui nous a appris à écrire du code dans le langage de programmation Cairo. Ensuite, nous avons eu Washiu qui nous a appris à écrire des smart contracts sur StackNet en utilisant le langage de programmation Cairo, comme on l'a appris avec Geoffrey. Puis ensuite, maintenant, vous m'avez moi depuis, c'est ma troisième séance maintenant, où nous avons au départ appris à créer notre crypto-monnaie avec Cairo. Donc, comment écrire un smart contract qui va être une crypto-monnaie pour nous? Parce que les crypto-monnaies, c'est ça, ce sont des smart contracts qui respectent une certaine norme. Voilà, nous avons appris à créer une crypto-monnaie personnalisée. Puis, pour la séance du samedi passé, nous avons appris principalement à tester nos smart contracts, donc le backend que nous écrivons, comment écrire des tests nous-mêmes pour pouvoir les tester manuellement et tout, faire des tests unitaires, tests intégratifs. Je pense que les tests unitaires ont beaucoup plus été touchés par Washiu et j'ai fait aussi, non, c'est Washiu qui a testé, qui a fait des tests unitaires. Donc moi, j'ai fait des tests intégratifs pour vous le samedi passé. Et donc aujourd'hui, principalement, nous allons parler de l'intégration front-end avec en utilisant Scaffold Stack. Voilà. Et donc, pour ce cours, vous allez principalement avoir des points à gagner. Ce système de points-là a été mis en place pour permettre à ce qu'on puisse connaître ceux qui vont être graduates et ceux qui vont être graduates avec honneur et ceux qui ne vont pas du tout être graduates parce qu'à la fin de la formation, il y aura des NFT qui vont être distribués, qui vont servir d'attestation de reconnaissance pour ceux qui ont suivi la formation et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ce qui va se faire, un instant, voilà. Ce qui va se faire, bon, on va dire, passer au-dessus de ceci. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Je vais me faire un réel plaisir de vous répondre. Et aussi, si vous avez, au cas où vous avez des questions après, vous pouvez directement nous faire signe sur le mail learn @hiver, hiver.org. Ensuite, il y a un message. Perfect. OK. Bienvenue à tous. Donc, c'est un peu ça. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois ou tous ceux qui sont là depuis un moment, mais qui n'ont pas encore rempli la liste des inscrits, vous pouvez juste remplir le fichier, l'Excel que je viens de partager dans le chat. Vous remplissez l'Excel. Ce que vous allez faire, vous remplissez l'Excel si vous ne trouvez pas votre nom. Maintenant, si vous trouvez votre nom, vous allez devant votre nom, vous créez un compte sur, comment ça s'appelle déjà, Bravos. Bravos, c'est un wallet. Vous créez un compte sur Bravo et puis vous récupérez l'adresse de Bravo que vous mettez là-bas. Donc, vous avez aujourd'hui, vous avez aussi demain pour pouvoir faire ça. Parce que demain, nous allons récupérer, nous allons soumettre la liste de ceux qui ont suivi la formation et qui ont été graduates à StackNet pour pouvoir passer à la distribution des NFT. Donc, ce qui va se faire, c'est un peu ça. Donc, vous saurez un peu comment ça se passe à partir des prochains jours. Donc, remplissez ça. Si vous n'avez pas rempli, ne soyez pas étonné que vous n'ayez pas d'attestation. Et si vous avez des questions, nous restons disponibles pour y répondre. Voilà. Si, par exemple, vous avez besoin de comprendre comment est créé, comment ça s'appelle, un compte sur Bravo, c'est tout. Nous avons des réponses à vous donner et tout. Et ça se trouve aussi dans la session numéro 2 sur notre YouTube. Je vous partage aussi le lien vers notre YouTube où nous avons mis toutes les sessions de formation. Vous pouvez accéder à toutes ces sessions-là là-bas. Un instant. Nous avons créé une playlist pour ça qui peut vous permettre de pouvoir facilement avoir accès à tout ceci. Un instant, je vais vous partager le lien vers la playlist. Euh, voilà, la playlist. Voilà. Donc, je vous partage la playlist.
Can we go in English, please? Are you are you serious? You want me to speak English? Okay, there's no problem. We can continue in English, but especially for this training, uh, we have submitted the request to StarkNet to do it, to make it in French. It is for French people, so we are obliged to do it in French. So but if all of you are okay about that, we can just start speaking in English till the end of the training. Thank you very much. But maybe for the next session we are going to to handle everything in English. Thank you very much. So donc voilà. Donc vous avez le lien envoyé par Jeffrey. C'est le même aussi que j'avais envoyé, je pense. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez accéder à toutes les vidéos et relire les vidéos. Vous avez le temps de lire tout ceci et vous mettre à jour parce qu'il y aura des opportunités de quoi, de hackathon, de formation. Les prochaines formations, ceux qui seront gradués avec honneur, par exemple, les prochaines formations, je peux les appeler pour, euh, pour former. Voilà. Et c'est payant. On paie on paie les formateurs qui interviennent sur les formations. Donc, c'est une très belle opportunité. Prenez au sérieux juste ce qui se fait ici et puis bon, le reste arrangé. Voilà. Donc, pour cette formation-là, nous avons, comme je l'avais dit, nous avons eu huit sessions. Nous avons 8 sessions, principalement aujourd'hui, c'est la 7e session, mais la session 8 ne va pas forcément compter. Mais si vous tenez à ce qu'on la fasse, on va la faire. Ce sera un Q&A, c'est-à-dire une session où nous allons discuter, échanger pour voir quelles difficultés qui rencontrent, quelles difficultés, comment ça marche et tout ce qui va avec. Et please, where is wallet link? Let me share the link with you guys. Comme je le disais, ça c'est notre smart contract. Donc on va l'assimiler au back-end. Donc ça c'est le back-end de notre de notre, de notre code, de notre application. Voilà. Et donc, Scaffold, je vous explique un peu l'architecture de Scaffold. Donc, Scaffold, c'est un framework. Et donc, un framework vient avec une architecture de dossier, une architecture bien définie. Et donc, ça, c'est l'architecture de Scaffold. Et donc, tout se passe où, principalement? Tout se passe ici, dans le dossier package. Donc, dans le dossier package, vous allez trouver deux dossiers. L'un qui s'appelle SN Foundry, où vous allez mettre tout votre backend, et l'autre qui s'appelle Next.js, dans lequel vous allez mettre tout votre frontend. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, quand vous finissez d'écrire d'écrire votre backend, ici, ça c'est le backend. Donc, lorsque vous allez dans backend contract, vous allez trouver SRC ici, vous allez trouver tout votre code du backend. Donc, ça c'est notre backend. Ça c'est une simulation de crypto-monnaie. Ça c'est une crypto-monnaie le code d'une crypto-monnaie que vous voyez là. Voilà. Ensuite, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que au niveau je vous explique sur un board, whiteboard. Je vous explique un peu sur un petit board pour que vous puissiez voir. Un instant que le whiteboard charge. Mirror, create an account, start with a board. On n'a pas besoin de l'enregistrer, donc je le garde comme ça. Et donc comme je le disais, voilà, comme je le disais, on va prendre un petit bic ici. Voilà, comme je le disais, ce qui va se passer, c'est que, voilà, ce qui va se passer au départ, c'est quoi? C'est qu'au niveau du Web 2, Web 2, qu'est-ce qui se faisait? Ce qui se faisait au niveau du Web 2, c'est qu'on a le back-end ici, donc back-end. J'écris, hein? J'écris même. Donc, on va enlever tout ceci. On va prendre un texte ici. On va faire Web 2. Web 2. Voilà. Donc, ça, c'est le Web 2. Donc, au niveau du Web 2,
Nous allons faire, nous allons agrandir ça. Voilà. Ça, c'est le Web 2. Au niveau du Web 2, qu'est-ce qui se fait? Ce qui se fait au niveau du Web 2, c'est que, hmm, c'est un peu trop long. Donc, ce qui se fait au niveau du Web 2, c'est que nous allons avoir notre backend ici. Donc, notre backend. Donc, le backend, il peut être 18. Voilà. Voilà, le backend est ici. Mais ce backend-là, il peut être de type quoi? API. Ça peut être une API ou, euh, on va mettre un ou ici. Ou, comment ça s'appelle déjà? Quoi? Tout en un. Attends, tout en un. C'est bon? Voilà. Donc, si c'est tout en un, on aura et le back-end et le front-end ici, dans le même truc empaqueté. C'est bon? Donc, vous avez votre base de données derrière, vous écrivez des requêtes SQL qui appellent les données et vous les, euh, vous les convertissez ou comment vous les formatez et vous les affichez directement. Mais quand ce sont des API, ce qui va se faire, c'est que vous avez votre API ici et ensuite, vous allez avoir votre front-end ici. Donc, là, vous avez votre front-end ici, front-end. Vous allez avoir votre front-end ici. Et donc, au niveau du front-end, vous allez créer des composants, navbar, les boutons, les trucs, tout ce qui va avec. C'est bon? Voilà, pour afficher à l'utilisateur. Maintenant, quand il y aura clic ou chargement du front-end, il y aura des transactions qui vont être faites. C'est-à-dire, vous allez récupérer des données ici pour les afficher sur le front-end. Vous allez récupérer des requêtes ici que vous allez envoyer vers l'API. L'API va renvoyer des données et ainsi de suite. Il y aura ce va-et-vient entre les deux. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des URL qui sont utilisés ici. C'est bon? Ce sont des URL qui sont utilisés ici, donc des API qui sont appelés et qui retournent des données. Mais dans le cas du Web 3, qu'est-ce qui se passe avec le Web 3? Je vous explique. Je vous explique ce qui va se passer avec le Web 3. Il fait comme. Voilà. Oui, on va copier ça. On va copier ça. Donc, au niveau du Web 3, ce qui va se passer, c'est quoi? Au lieu d'avoir une API, ce qu'on va avoir ici, c'est quoi? Ça va être un smart contract. Voilà. On va avoir un smart contract. Donc, smart contract qui fait la même chose que le backend, hein, mais juste que il va être à l'intérieur au fait, le smart contract, il va être déployé sur une blockchain. Au lieu d'être déployé sur AWS, quoi, c'est où on peut déployer AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et d'autres hébergeurs, cloud, non, hosting et tout ce qui va avec. Lui, il va être déployé sur une blockchain. Et les blockchains, une blockchain par exemple, c'est Smart, c'est Stacknet, c'est Ethereum directement, c'est Bitcoin, mais Bitcoin ne prend pas des smart contracts. Bon, c'est à cause de ça que Ethereum est venu. Ça, c'est une longue histoire. Donc, euh, ça va être déployé sur une blockchain. Et ensuite, nous allons avoir un front-end qui principalement, bon, généralement va être du JavaScript. Donc, soit du React, soit du Nest.js principalement parce qu'il y a plein de packages d'intégration de smart contracts qui existent sur JavaScript. Vous savez que c'est un monde de personnes qui aiment mettre leur nez dans tout et rien, les gens de JavaScript. Donc, ça va être du JavaScript, donc ça va être le front-end ici, le front-end. Donc, ce front-end-là, ce qu'il va faire, bon, là-bas aussi, vous designez tout ce que vous voulez, hein, vous mettez tout ce que vous voulez, ça marche. Il n'y a pas de souci du tout pour envoyer des requêtes. C'est bon? Maintenant, ce qui va se faire, c'est quoi? Au lieu d'utiliser les API, c'est que quand vous allez déployer votre smart contract, ce smart contract-là va générer quelque chose qu'on appelle ABI. Donc, ABI. Donc, ce qui va se faire, c'est que
il va générer un API lorsqu'on va le déployer sur une blockchain ici. Donc, vous allez avoir blockchain ici. Donc, un instant, je vais copier ceci. Blockchain. Donc, ce code-là va être déployé sur une blockchain. Et maintenant, cette blockchain-là va générer un API. Donc, API. Donc, l'API là, lorsque vous ouvrez un API, attends, je vais vous montrer un API. Et smart contract. Eh bien, ou soit moi, je vais chercher verified smart contract. Stark scan. Stacknet deploying no it scan. Voilà. On va aller sur la blockchain Ethereum. Verifying. Non, pas ça. Ethereum verified smart contract. Voilà. On va prendre ça là, par exemple. Voilà. Donc, quand vous venez dessus ici, lorsque vous venez dessus ici, vous allez voir. Un instant, je vais vous retrouver le API. Ça, c'est le contrat. Ça a été déployé. Hein. Ça, c'est tout ce qui. Ça, c'est Etherscan, c'est la blockchain de Ethereum. Voilà. Donc, tout ce qui est déployé sur la blockchain Ethereum, tout ce que vous faites comme transaction, si vous avez votre adresse, vous avez un wallet, par exemple, sur MetaMask, lorsqu'on vous cherche ici, on va vous retrouver. On cherche votre adresse ici, on va le retrouver. Donc, tout ce qui se passe sur la blockchain reste sur la blockchain. Et chaque blockchain a une plateforme comme ça qu'on utilise pour pouvoir faire voir tout. Voilà, avoir une transparence en quelque sorte. Donc, le ABI, c'est ça. Vous voyez tout ça? Tout ceci résume toutes les transactions, toutes les fonctions, les variables et toutes les transactions qui vont se faire qui doivent se faire dans le smart contract. Donc, ce qui va se faire, c'est que à la base, vous allez récupérer le contenu du ABI là. Et c'est fini. Ça représente le smart contract. Ça représente l'API, votre API à vous. Donc, vous le mettez dans un fichier .json que vous gardez quelque part dans votre front-end, dans le code de votre front-end. Et c'est avec ça que vous allez créer un objet de votre smart contract et commencer à interagir avec le smart contract. Donc, dès que vous appelez une fonction d'ici, automatiquement, la fonction retourne ce qu'elle doit retourner sans aucun souci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est le back-end. Ça, c'est le back-end ça, c'est l'API dont vous aurez besoin. Donc, on écrit du smart contract, on écrit un smart contract comme ceci avec des fonctions et quand on déploie, automatiquement, il y a le API qui est généré, le API ceci qui est généré, que vous allez utiliser pour pouvoir interagir avec le smart contract. Mais avec Scaffold Stack, ce qui va se faire, c'est que le API est généré automatiquement dès qu'on déploie. Maintenant, ici, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a déjà le API qui est généré et puis nous sommes en train d'utiliser un environnement local. L'environnement local s'appelle DevNet et le DevNet va directement réagir comme une blockchain locale. Donc, on pourra tester tout ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut là-bas et tout. Donc, le API là, vous allez l'avoir ici un instant. Je pense que je me suis compromis sur quelque chose. Voilà. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir le API ici. Parce que après, on n'aura plus à interagir avec le smart contract. On interagit uniquement avec le API. Donc, le smart contract, il reste presque inutile, mais c'est lui qui permet d'avoir le API. Voilà, donc, ça va être comme ceci. Donc, le smart contract, quand il sera déployé, il va générer un API. Et maintenant, cet API là va permettre à ce qu'on puisse faire des transactions ici. Donc, lui, maintenant, il va servir de back-end. Ça, c'est le back-end. Mais ça tient dans un seul fichier, quoi, dans un petit fichier comme ça, JSON, où vous mettez tout votre API et puis vous interagissez avec, tout simplement. Lorsque vous ouvrez ça, vous comprenez même le contenu. Donc, ce qui veut dire que tout le monde, n'importe qui, peut prendre votre back-end et commencer à travailler avec. N'importe qui peut intégrer votre back-end quelque part. Mais voilà, au fait, tout ce que vous développez comme smart contract à la base et que vous déployez sur une blockchain est
par défaut open source. C'est-à-dire tout le monde peut accéder à ça, tout le monde peut voir le code. Comme moi j'entends de voir, nous sommes en train de voir le code du smart contract de quelqu'un ici. Nous voyons tout le code. Genre, tout ce qui a été fait vraiment dans le smart contract, nous voyons tout, de A à Z. Rien n'est caché. Rien du tout, du tout, du tout. Mais le seul truc, c'est qu'on ne peut pas modifier. Vous ne pouvez pas modifier le code ici. Tout ce qui est sur la blockchain reste sur la blockchain. Tout ce qui passe sur la blockchain reste sur la blockchain à vie. Ça ne se modifie pas. Donc, si vous allez développer un smart contract que vous allez déployer sur la blockchain et qu'après vous vous rendez compte que, oh, il y a un bug, vous êtes obligé de redéployer. Tout le temps, vous serez obligé de redéployer. Si vous ajoutez une nouvelle fonction, vous redéployez. Et ça, c'est un autre smart contract que ça génère. Vous n'aurez même, ce ne serait plus la même chose. Parce que à chaque déploiement est assigné une adresse. Et c'est ça ici, par exemple. Ça, c'est une adresse de ce smart contract. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'idée qui se trouve derrière. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre projet ici. Voilà. Donc, dans ce projet, je vous avais parlé du DevNet. Donc, ce que nous devons faire, avant de pouvoir commencer à consommer un smart contract ou un ABI, nous devons pouvoir déployer ce smart contract d'abord. Donc, pour pouvoir déployer ce smart contract, ce que nous allons faire, nous allons utiliser le DevNet, comme je l'ai dit. Donc, nous allons faire yarn chain. Yarn chain, c'est quoi? Yarn chain va lancer le DevNet. Il va lancer le DevNet. Et donc, nous allons avoir accès à une liste d'adresses, donc d'utilisateurs, de comptes utilisateurs que nous pouvons utiliser pour tester. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Un peu comme ce qui se passe avec le cheat code dont j'avais parlé. Donc, là, maintenant, vous voyez toutes ces adresses-là, elles sont disponibles pour nous. Nous pouvons les utiliser pour faire des tests comme nous voulons. Et même, chacune de ces adresses-là ont été créditées de ce montant d'argent que nous pouvons utiliser pour faire des transactions sans aucun souci. Ça, c'est virtuel. Ce n'est pas de la vraie monnaie. C'est juste du DevNet. Donc, ensuite, nous allons ouvrir un autre terminal et nous allons déployer, nous allons faire yarn deploy pour pouvoir déployer sur le DevNet, déployer notre smart contract sur le DevNet. Voilà, donc ça va tourner. Puis ensuite, il y aura déploiement. Et après le déploiement, maintenant, nous allons lancer le front-end. Donc, le front-end, quand nous allons le lancer, automatiquement, c'est tout ce qui se trouve dans le next.js, le next.js ici, qui va commencer à fonctionner. Et donc, nous allons avoir accès au front-end et nous allons commencer à le modifier pour pouvoir avancer. Voilà. Maintenant que nous avons déployé notre smart contract, nous pouvons faire yarn start pour pouvoir avoir accès à notre front-end. Donc, yarn start va tourner, tourner, tourner. Voilà. Et là, maintenant, nous avons. Vous voyez que c'est la même chose que ce qui se passe au niveau de console, au niveau du Web 2. D'habitude, en tant que développeur front-end, ou en tant que développeur, tout simplement, c'est ce que vous faites. Vous avez juste un front-end comme ça en Next.js ou en React ou en tout ce que vous voulez, et puis vous le lancez, et puis vous avez accès à une interface. Voilà. Je vous avais parlé d'un certain nombre d'adresses dont nous avons, de comptes dont nous avons accès, auxquels nous avons accès. C'est ça ici. Ça, par exemple, nous sommes connectés à une adresse. Ça finit par 56 91. Si on revient ici, au niveau du DevNet ici, et qu'on remonte la première peut-être adresse par la 56 91. Vous voyez ça? Donc, nous avons la possibilité de nous déconnecter, par exemple, disconnect, et puis nous allons essayer de nous connecter. Vous allez voir que nous avons toutes ces adresses-là. Le dernier, par exemple, finit par 5EE1. Si on vient au niveau du dernier ici, nous allons nous rendre compte que il finit par 5EE1. Donc, c'est un peu ça. Nous pouvons choisir l'adresse que nous voulons pour nous connecter directement pour pouvoir faire des tests. Donc, ça, c'est une plateforme de test. C'est une interface de test. Donc, vous voyez que ça vous permet de pouvoir facilement avoir un front-end qui vous permet de tester votre smart contract ou de pouvoir avoir un front-end directement à présenter lors d'un hackathon, lorsque vous développez. Donc, nous allons cliquer sur Debug Contracts et à l'intérieur ici, nous avons notre contrat ici, notre smart contract ici, ERC 20, contrat ERC 20, ERC20 contract. Donc, à l'intérieur, nous avons toutes les fonctions. Donc, ici, par exemple, nous, on peut tester. Hein, vous avez, tout ceci a été généré automatiquement par Scaffold 8. Donc, cette interface est fournie par Scaffold 8 et nous pouvons l'utiliser pour pouvoir faire tout ce que nous voulons. Voilà, nous pouvons, par exemple, récupérer l'adresse d'un compte et tout ce qui va avec, faire tout ce que nous voulons. Par exemple, si nous voulons récupérer, j'ai coupé le DevNet, Yanchen, j'ai coupé par mégal le DevNet. Donc, on peut faire comme ceci. Voilà, on peut récupérer cet utilisateur, par exemple,
Et puis, on vient essayer de vérifier son solde. Voilà. Donc, on clique sur Read. Le solde va s'afficher à la fin de la transaction. Voilà. Donc, là, par exemple, comme il n'y a pas return, c'est pourquoi nous n'avons pas de valeur ici. Et puis, le total supply, c'est ça ici. Ça veut dire que c'est toute la valeur de la monnaie que nous avons ici. Par exemple, là, nous pouvons créer la monnaie, nous pouvons couper la monnaie. Pour couper la monnaie, c'est le mint. Nous avons oublié de créer la fonction mint dans notre smart contract. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si c'est pas c'est grave, c'est grave. Attendez, je vais écrire très vite notre mint pour qu'on puisse évoluer. Est-ce que j'ai des événements ici? J'ai pas d'événements ici. Euh, hum, hum, hum. Un instant, je vais voir si de l'autre côté, new window, je vais voir si de l'autre côté, on a tout ce qu'il faut et que tout fonctionne bien. Comme ça, on va switcher de l'autre côté. Au lieu de réécrire des événements ici et faire tout, nous allons essayer d'utiliser ce qui est disponible déjà. J'espère que vous n'avez, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, je vous entendrai et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Euh, pourquoi il tourne en rond? Ah, ok, ça c'est workshop, ok. RC20. Voilà, celui-ci, est-ce que lui, il fonctionne? Euh, Diane, Chain. Donc, ça tourne, ça tourne. Address already in used. Ok, ok. 5000. Je vais donner 5000, nous allons exécuter la chaîne, le DevNet. Voilà, donc là, nous allons avoir le DevNet qui va se lancer. C'est quoi, address in use? Bon, vous savez quoi? On va nous-mêmes écrire on va écrire ça et puis on va écrire notre fonction mint pour pouvoir minter donc, fn mint, avant tout. Un instant, je vais vite faire et puis on va passer à autre chose. Fonction mint, bref, self, le point, petit contract state, tout, contract address et amount qui va être le montant, donc U256 et qui va retourner un booléen pour dire si ça a marché ou pas. Voilà. Et donc, nous allons revenir là, à la fin ici. fn mint, passage par référence, self, contract state. Voilà, le contract state nous permet de pouvoir avoir accès à l'état du smart contract, donc à toutes les variables stockées en base de données. Voilà, donc contract address, non, contract address. Le amount pour dire combien on veut couper, combien de notre monnaie on va émettre, 156. Et le retour, pour le type de retour. Ensuite, voilà. Donc, nous allons vérifier, voir, nous allons faire quelques sanity check if tout, comment, est-ce qu'on a créé une variable ici, 0? Ok, il y a le 0.is.
Ah, je suis rentré dans Solidity, tiens. Désolé. J'ai commencé à confondre avec un autre langage de programmation. C'est Assert. Avec Cairo, c'est Assert. Donc, nous allons vérifier, voir si est-ce que l'adresse tout n'est pas un zéro. Is zero address. Donc, le is0, est-ce qu'il prend parenthèse? Oui, on est parenthèse. S'il n'est pas une adresse 0, c'est bon. Mais s'il est une adresse 0, invalide, on va envoyer un message invalide to address. Voilà. Le montant aussi. Jamais le montant devrait être 0. Voilà, ça doit être supérieur à 0. Si ce n'est pas supérieur à 0, on fait un 8. On fait on retourne une erreur. Donc, c'est un peu ça. À part ça, ensuite, pour pouvoir minter, ce qu'on va faire, c'est que on va, on va en transférer un certain montant, genre le montant d'ici, sur le compte du tout. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'état de la variable balance. De la variable qui contient comment je vais appeler ça? Qui contient le, euh, le solde, voilà, de l'utilisateur, tout, voilà, pour pouvoir mettre ça à jour. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une variable qui va s'appeler balance, et nous allons faire ceci, self. Je vous avais dit que le self permet de pouvoir accéder à, bon, nous n'allons pas perdre de temps. Donc, balances, et nous allons lire la balance de tout. La balance de tout, voilà, de l'adresse tout. Et donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre à jour l'adresse de tout. Donc, nous allons faire self.balances.write pour écrire. Et maintenant, nous allons faire tout. Et nous allons lui donner balance plus l'argent qu'il avait avant. Voilà, donc balance donc balance c'est l'argent qu'il avait avant, plus le amount que nous voulons émettre sur son compte. Voilà, et point virgule. Est-ce que il y a un qui. Voilà. Merci beaucoup, toi. Balance, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partais loin comme ça pour chercher le problème. Voilà. Donc, là, nous mettons à jour la balance ou le solde de l'utilisateur tout pour dire que nous avons transféré directement l'argent. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons retourner true pour dire que c'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, le total supply. Oh. Bon, nous devons aussi mettre à jour le total supply parce que le total supply, c'est quoi? Le total supply, c'est l'ensemble de l'argent ou du montant, le montant total de, de, de notre monnaie qui a été émise depuis le début de notre monnaie jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudrait que lorsqu'on coupe une nouvelle monnaie, qu'on compte ça quand même sur tout. Donc, on va juste garder ceci. Donc, ici aussi, c'est la même chose qu'on fait. On récupère juste l'ancienne valeur de total supply et puis on ajoute le amount à l'ancienne valeur. Voilà, c'est juste ça. Et donc, bon, après, on viendra mettre les événements dessus. Donc, ce que nous allons faire tout simplement pour pouvoir avancer, nous allons juste redéployer pour pouvoir avoir, parce que ici, par exemple, là, si on vient sur notre smart contract au niveau du write, ça, c'est une fonction write. Les fonctions write, ce sont des fonctions qui permettent d'écrire sur la base, de modifier une valeur dans la base de données. Les fonctions read, ce sont des fonctions qui permettent de juste afficher une valeur. Voilà, donc ce qui va se faire ici, attends, le balance là, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec balance. OK. Balance. OK.
Mais est-ce que... OK, il n'y a pas de souci. Donc, comme je le disais, voilà, vous n'allez pas trouver Mint ici. Mais lorsque nous allons faire yarn deploy, voilà, automatiquement, notre smart contract va se redéployer et nous allons avoir une mise à jour sur le front-end automatiquement. Voilà, donc on attend un peu que ça tourne, ça tourne. Euh, voilà, voilà. Donc, là maintenant, nous allons revenir et puis mettre à jour notre front-end. Et normalement, nous serons capables de pouvoir voir la fonction mint en bas ici. Voilà, la fonction mint. Maintenant que la fonction mint existe, nous allons essayer de créer, de couper de l'argent, de couper notre monnaie. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vite remonter pour rechercher une adresse qui existe. Un instant. Voilà, nous allons chercher une adresse qui existe ici. Nous allons lui donner cette adresse-là. Et nous allons lui dire, par exemple, que nous voulons couper 10, exposant 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Pourquoi le 18? Parce que notre monnaie, à la base, elle doit pouvoir porter le nombre de décimales que nous avons mis, nous allons mettre lors du déploiement vrai, ça va être 18. Voilà. C'est une question de conversion en way, chez way, tout ce qui va avec. Voilà, ça je pense qu'on a déjà parlé de ça dans un autre cours. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons émis 10, 10 de notre token. C'est bon? 10, un montant de 10 de notre token. Donc, vous allez trouver ici le total supply qui affiche un montant. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'afficher le balance off. Voilà. Le balance off de cette adresse-là, nous avons 10 ici. C'est bon? Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons cet utilisateur-là a 10 de notre token. Par exemple, si c'était du Stacknet ou si c'était de l'Ethereum, ça veut dire qu'il a 10 Ethereum. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons effacer tout ce qui est à l'intérieur ici et nous allons maintenant nous-mêmes commencer à écrire nos propres components pour pouvoir afficher, récupérer, faire des choses. Voilà. C'est bon? Pour ça, puisque nous ne sommes pas là pour apprendre à écrire des components Next.js ici, ce que nous allons faire tout simplement, c'est que nous allons vibe coder et nous allons expliquer chacun des components pour aller vite. Sinon, nous allons nous retrouver à écrire des choses qui ne sont pas forcément utiles ici. Voilà. Donc, dans le Next.js ici, lorsque vous allez dans App, voilà au niveau de Page, voilà, vous allez retrouver tout ce que nous retrouvons ici, Home ici. Voilà, welcome to scaffold, stack, tout. Si on met 3 par exemple, on va retrouver le 3 ici qui va se mettre à jour normalement automatiquement. Pourquoi? Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce que nous allons faire de notre côté, c'est que nous allons retirer tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir permettre à ce que ce soit vide ou qu'il y ait un petit texte seulement ici. Et nous allons commencer à avoir nos trucs à l'intérieur. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons replier tout ce qui est inutile ici. Au niveau de l'entête ici, est-ce qu'on garde l'entête? Bon, on va tout enlever. On va tout enlever. On va tout enlever. Donc, on va enlever tout ceci. On va se retrouver avec une page vide. Voilà, on se retrouve avec une page vide. Donc, ce que nous allons faire en premier, c'est que vous voyez notre smart contract ici, SN Foundry, Contracts, SRC, ERC20, voilà. Je vais le refermer pour faire propre. Voilà, lorsqu'on ouvre notre smart contract, nous avons des fonctions à implémenter. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'implémenter d'afficher le contenu, le retour de cette fonction d'abord, total supply. Nous allons essayer de lire le résultat de cette fonction-là et nous allons l'afficher ici. C'est bon? Donc, pour ça, nous allons juste coder. Nous n'allons pas prendre. Voilà. On va faire ceci, agent. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est create a component, a new component. To
read the total supply from the DevNet and show it on page.tx tsx. Voilà. J'espère que ceci va suffire. On va ajouter le contexte. Et donc, je pense que lui, c'est bon. On va lancer. Donc, ce qui va se faire, c'est il va juste, voilà. Donc, il y a un premier component qui va être utilisé ici, un component fourni par Scaffold Stack qui va s'appeler Use Scaffold Read Contract. Donc, qui va être utilisé pour pouvoir lire des données depuis le smart contract. Donc, si on vérifie au niveau de component ici, c'est déjà fini, voilà. Déjà fini. Donc, lorsqu'on vérifie au niveau du component ici, ce qui va se faire, c'est que il y aura le use scaffold read contract ici qui va être utilisé sur notre smart contract qui s'appelle ERC20 pour pouvoir lire le contenu retourné par la fonction total supply. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, il y a des changements d'état qui vont être mis ici. Et là, nous avons la data qui va être retournée. Ici, c'est Sussex, le loading pendant que c'est en train de récupérer et le error qui va afficher une erreur au cas où on est en train lors de la récupération, on a une erreur. Voilà, donc là maintenant le handling de chaque état. Voilà. Et ensuite, maintenant, nous allons avoir par défaut la valeur 0 et maintenant, le reste va être directement converti pour pouvoir avoir une valeur qui va être affichée et qui va être compréhensible par tout le monde. Comme je l'avais dit, les valeurs par défaut vont avoir 18 décimales. Voilà. Donc, naturellement, lorsqu'on revient ici, voilà, nous avons les 10 en matière de total supply qu'on avait dit. Vous vous rappelez qu'on avait minté et qu'on a eu 10, n'est-ce pas? Si on revient ici et qu'on minte encore, par exemple, pour un utilisateur, on va minter, on va essayer de récupérer une autre adresse et puis minter le serveur front-end. On va le relancer. On va le relancer tout simplement. Donc, dans le relancement, je pense que là, c'est bon. On a notre serveur qui tourne maintenant. Maintenant, le YARN deploy pour pouvoir déployer notre smart contract. Voilà. Deploy. Au cas où il y a une modification qui ne passe pas bien. Je pense. Mais normalement, si on n'a pas tant que le DevNet n'a pas été stoppé, normalement, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci. Tout se passe bien. Alors là, normalement, on doit avoir notre contrat qui s'affiche. Donc, très facilement, quoi. Donc, ça charge. On va patienter un peu que ça charge. Voilà. Il est de retour. Miraculeusement. Donc, je pense que, voilà, nous allons essayer de récupérer une adresse ici avec laquelle nous allons essayer de faire un mint pour voir ce que ça donne. Parce que ça ne marchait pas. Il y a un moment, ça ne marchait pas. Voilà. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. On va essayer de minter. Voilà, ça marche. Donc là, maintenant, nous avons 100. Donc, au départ, on avait 10. Quand on redémarre, sachez que toute la base de données est supprimée et puis il y a tout est effacé et puis on a un nouveau truc. Donc, lorsqu'on va essayer de voir l'adresse de total supply ici. Voilà, donc lorsqu'on revient sur le home ici, on doit avoir accès au 100 comme oh là 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 là, voilà, on a 100, les 100 ici. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous allons juste accepter ce que le keep et nous allons juste revenir ici un peu pour voir ce qui a été fait. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Il doit avoir un any quelque part là. OK, il a évité. C'est bien. Super. Donc, c'est un peu ça. Nous avons la donnée formatée ici qui va s'afficher et nous pouvons mettre Hive token ici pour dire que c'est notre monnaie, ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est la récupération. Ce qui a été fait, comme je l'ai expliqué, nous avons tout simplement exécuté la fonction total supply et puis nous avons récupéré le résultat que nous avons affiché. Donc, ça, c'est juste ça. Donc, avec juste ceci, cette syntaxe-là, euh, avec cette syntaxe-là et principalement le use scaffold React contract, nous pouvons directement récupérer un résultat qui va apparaître ici, que nous allons directement formater et afficher ici. Vous voyez? Et le reste, maintenant, il faut juste appeler le component que nous avons créé ici. Donc, pour vous montrer, par exemple, scaffold Stark, voilà, pour vous montrer les components le, dans, sur scaffold Stark, nous allons venir au niveau de docs, par exemple, et vous allez voir, voilà, je pense interaction with contract, ici, hum, ça tourne, euh, donc c'est un peu ça. Et il est important aussi de comprendre que ici, nous sommes dans le cas de Nest.js, mais vous avez la possibilité d'utiliser React.js ou du JS simple hein, pour pouvoir faire pour pouvoir avoir votre scaffold stack. Le scaffold stack vient pas des fois avec Nest.js, mais vous avez la possibilité de le faire avec du React ou du JavaScript tout simplement. Voilà, pour tous ceux qui aiment du JavaScript tout dru, vous pouvez commencer à faire ça. Voilà, donc, pour interagir avec le smart contract, comme ils le disent là, il y a des, voilà, voilà, voici le component. Voilà, ça c'est le component que vous pouvez utiliser. Je vous partage la documentation. Vous pouvez utiliser ces components-là. Ces components-là sont mis en place pour vous faciliter la tâche. Vous les appelez juste et puis vous êtes OK, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin de vous bagarrer beaucoup avec tout ce qui tourne autour et autre chose. Voilà. Donc là, vous avez les paramètres qu'ils peuvent prendre et tout. Et voilà, vous pouvez lire. Sachez que après ce tutoriel, vous avez la possibilité de pouvoir faire des tests chez vous, écrire un peu de code de gauche à droite et tout. Voilà, donc après cette fonction, après la fonction total supply, nous allons essayer de, d'exécuter une autre fonction, de récupérer et d'afficher les données d'une autre fonction, permettre à ce que tout le monde puisse être sûr. Voilà. Donc, après le total supply, nous avons le balance off. Donc, pour le balance off, nous devons pouvoir donner l'adresse de la personne dont nous voulons connaître de l'adresse ou de l'utilisateur dont nous voulons connaître le balance ou comment ça s'appelle déjà? Le solde, voilà, l'anglais. Ah, je ne comprends pas très bien anglais, hein, mais le français veut déjà me fuir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, ce qui va se faire maintenant, c'est que nous allons demander à l'IA de donc create a new component to call non, c'est pas total supply, balance of function. C'est ici, voilà. Balance of function and show the results on the page.txx. Voilà. Donc, je pense que là, c'est avancé. Voilà. Donc, le balance off, comme vous pouvez le voir ici, le balance off, on revient au niveau du debug, le balance off permet de pouvoir avoir le solde d'un utilisateur en particulier. Donc, si on revient au niveau de le readme, il est passé par où encore? Voilà, le readme, il est là. Donc, on va le mettre ici. Donc, lorsqu'on prend n'importe quel compte, on peut directement chercher à voir combien il a sur son compte. Voilà, lui là, il rien. Il a zéro. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Donc là, nous avons un travail qui est en train d'être fait. Voilà, il y a le component balance off qui a été créé ici. Donc, vous allez remarquer qu'à chaque fois, nous utilisons use scaffold read contract. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité peut-être de l'appeler, de créer un fichier dans lequel il est là et puis on l'appelle juste ici avec juste la variation de nom de trucs comme ça. Tous les cases sont déjà, tu sais, c'est générique. C'est quelque chose qui est devinable. C'est répété. Ce sont des codes, c'est du code qui se répète, quoi. Voilà. Donc, nous avons le case de is connected. Bon, mais le is connected n'est pas obligatoire pour tout le monde. Par exemple, pour le total supply, nous n'avons pas besoin de regarder le is connected pour voir. Mais, normalement, même le balance off, nous n'avons pas besoin de savoir si la personne à connecter son wallet ou pas. Mais bon, c'est bien pour la sécurité parce que c'est la personne qui se connecte qui voit son balance. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est la personne qui se connecte qui peut voir son balance. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas permettre à tout le monde de voir le balance de tout le monde. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire ici. Donc, tout le temps, comme je l'ai dit, ce component revient tout le temps, tout le temps. Donc, on peut peut-être optimiser le code en le mettant ailleurs. Et ensuite, il y a on vérifie sur l'utilisateur qui veut vérifier son solde. Il est connecté. S'il n'est pas connecté, on le ramène on le demande de se connecter. Ensuite, on lui demande de se connecter via ce bouton. Ensuite, ce qui va se faire, c'est qu'on va faire le is loading pour pouvoir process en background, récupérer les informations. Si y a échec, c'est ça. Et si ça a réussi, on essaie de formater avec les décimales 18, comme je l'ai dit là. Voilà, avec le local store, la méthode to local string qui permet de pouvoir convertir ça en string. Et ensuite, on l'affiche tout simplement. Donc, nous allons juste ajouter nos initiales ici. Voilà, Hive, pour pouvoir voir les résultats. Et donc, on revient sur le home. Et donc là, on a le balance de l'utilisateur connecté. Ça, c'est ça ici, your balance. Mais, on peut revenir, et le rythme, il a encore disparu. Celui dont nous avons fait un mint, là, je pense que c'est celui-ci, le deuxième, là. Nous allons nous connecter avec le deuxième compte. Ah non, c'est le deuxième compte qui est connecté, là. Bon, nous allons nous connecter avec le premier compte. Nous allons nous déconnecter. Vous voyez que on n'a plus accès aux balances parce que personne n'est connecté. Donc, on ne sait pas le balance de qui est affiché. Donc, on va se connecter. Voilà. Donc, vous voyez que lui, là, a un balance. Voilà. Donc, le reste, c'est une question de design. Hein. Vous designez votre application comme vous voulez. Mais ce qui se passe en background, c'est, genre, au niveau du code, c'est la même chose, quoi. C'est exactement ça. Donc, c'est un peu ça pour le balance. Ensuite, nous avons la fonction transfert. Le transfert, c'est quoi? Le transfert, c'est moi, par exemple, je vais transférer de l'argent qui est sur mon compte à quelqu'un d'autre. Donc, ce qui va se faire, c'est que l'utilisateur connecté, par exemple, lorsqu'il va faire transfert, il va choisir un montant et il va cliquer sur transfert. Et bon, il va choisir un montant et il va choisir quelqu'un à qui il veut envoyer. Donc, il va mettre l'adresse de la personne à qui il veut envoyer pour que la personne puisse recevoir cet argent. Et donc, on va débiter son compte pour pouvoir créditer le compte de l'autre. Donc, pour ça, bon, déjà, ici, nous allons faire keep pour pouvoir garder ce code-là. Ensuite, nous allons lui demander create a component, a new component to call the transfer function on the connected account. Voilà. Parce que from the connected account. Voilà. Donc, vous allez voir, il y aura un nouveau component qui va juste naître et qui va permettre de pouvoir accéder à la fonction transfer from. Certainement, ce sera le même pattern, mais c'est juste ceci qui va changer. Mais en plus de ça, ici, nous aurons un input. Parce il faudra un input qui va nous permettre de pouvoir, comment dire ça, qui va nous permettre de pouvoir choisir le compte ou la personne ou l'adresse vers laquelle on veut envoyer l'argent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a un process qui est en train de se faire
Donc, transfert, il y a le transfert qui est créé. Voilà, vous voyez que c'est la même chose ici. Maintenant, ce qui va se faire, c'est qu'il prend un argument. Vous voyez qu'il y a une variable qui s'est ajoutée, args. Donc, au niveau des args, ce qui va se faire, c'est qu'il y a le toAddress et le amount. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le toAddress, ce sera une adresse juste. Et le amount va être converti pour pouvoir être tourné en... C'est que nous, on va rentrer des valeurs à 100 décimales. Et maintenant, nous allons ajouter automatiquement, avant de faire le transfert, il va ajouter des 18 décimaux derrière pour pouvoir permettre à ce que le transfert soit OK, qu'il n'y ait pas de problème de casse et tout ce qui va avec. Voilà, donc normalement, sur le front-end ici, sur notre front-end ici, nous devons avoir est-ce que le page a été mis à jour? Oui, le page a été mis à jour. Il faut qu'on mette à jour nous-mêmes. Voilà, donc nous avons ça ici. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer une adresse ici au niveau du README, une adresse ici. Ça, c'est le troisième, oui. Et nous allons mettre ça là. Donc, puisqu'il a 100, nous allons envoyer 10. Et nous allons faire transfert. Voilà, vous voyez que automatiquement, il il y a 10 qui ont été retirés de son compte. Donc, lorsque nous déconnectons et nous nous connectons avec l'adresse de la personne qui a reçu, la personne qui a reçu, c'est le troisième adresse. Donc, automatiquement, nous voyons les 10 ici. C'est bon? Voilà. Ça c'est une crypto que nous avons créée nous-mêmes. Et nous sommes en train de travailler avec la crypto. Donc, nous avons créé un front-end qui permet de pouvoir transférer cette crypto, recevoir cette crypto, faire tout ce qu'on veut avec. Voilà. C'est ce qui se passe tout le temps avec toutes les cryptos qui sont sur Ethereum. Bon, presque tout est. Et Ethereum, même par exemple, ne suit pas cette règle-là. C'est pas comme ça qu'on écrit Ethereum. C'est pas comme ça qu'on écrit Bitcoin, par exemple. Mais les cryptos comme Dogecoin, Solana, c'est Solana? Non. Dogecoin, Stacks, et tout ce qui tourne autour. C'est comme ça que ça fonctionne. Un instant. Un instant. Hein. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va tout simplement se faire. Et un instant. Voilà. C'est ce qui va tout simplement se faire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'alors. Si vous n'avez pas de questions, on continue tout simplement. Donc, on revient dans notre smart contract ici. Nous allons avoir le allowance. Allowance, c'est quoi? Allowance, c'est quoi? Je vais vous montrer. F. Allowance, c'est une fonction. Voilà. Le allowance, c'est quoi? Le allowance va permettre de pouvoir vérifier, voir si est-ce que l'utilisateur connecté là a le droit de pouvoir a le droit de pouvoir dépenser de l'argent qui se trouve sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc, l'utilisateur connecté dans le spend ou n'importe quel utilisateur, on peut vérifier, voici, est-ce que vous avez donné l'autorisation, un utilisateur a donné l'autorisation à un autre utilisateur de faire un transfert vers un compte donné. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais je pense que pour le moment, nous n'allons pas utiliser ça. Ça permet de pouvoir afficher le contenu de la variable allowance et le approve permet de pouvoir donner l'autorisation à un utilisateur de pouvoir faire dépenser de l'argent sur votre compte. Donc, avant d'appeler ceci qui est un read, nous allons appeler ceci qui est un write et après, nous allons pouvoir voir le contenu du read. Oui, je pense que c'est ce que nous allons faire. Donc, create a new, nous allons d'abord keep a new component to call the approve function. Voilà. Donc, à partir de là, nous allons avoir ici, par exemple, on peut revenir ici. Voilà, ici, si on cherche le approve, voilà, ça c'est le approve. Donc, pour l'approve, il faut donner l'adresse de la personne à qui vous voulez donner le droit de faire une dépense sur votre compte et combien vous lui permettez de dépenser. Donc, c'est un peu comme faire un chèque. C'est comme vous faites un chèque à quelqu'un. Vous faites un chèque à la personne, vous dites que bon, toi, tu peux dépenser tel argent. Donc, maintenant, la personne à qui vous avez fait le chèque, la personne peut décider de transférer cet argent à qui il veut, mais en partant de votre compte, quoi. Il peut partir à la banque et puis dire, bon, j'ai un chèque, donc j'ai une autorisation, maintenant je veux que vous transférez tel montant à telle adresse ou telle adresse ou mon adresse et tout ce qui va avec. Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a le approve qui est en train d'être écrit. Nous allons entrer à l'intérieur. Voilà. Vous voyez que le même component est toujours appelé, mais ici aussi, comme je l'ai dit, il y a les args qui viennent. Donc, le spender address, donc la personne à qui vous donnez le droit de dépenser, et le amount, donc combien vous lui donnez le droit de dépenser. Voilà. Donc, maintenant que c'est fini, nous pourrons revenir tout simplement sur Home ici, et nous allons avoir le approve spender. Donc, ce qui va se faire maintenant, c'est quoi? Nous allons prendre une adresse ici, et l'utilisateur qui est connecté, oui, nous allons prendre l'adresse, quatrième adresse. L'utilisateur qui est connecté là, l'utilisateur qui est connecté, il va donner le droit à celui-ci de dépenser sur les 10 là, on va lui donner le droit de dépenser 5 par exemple. C'est bon? Voilà, on fait approve. Donc maintenant, il a le droit de dépenser 5. Donc ce qui va faire que lorsque on va vouloir, lui par exemple, il a la possibilité de dépenser 5 Hive du compte de celui-ci. Donc l'adresse que nous avons entrée, il a maintenant le droit de pouvoir dépenser cet argent. Bon, en attendant, nous allons essayer de faire un show d'abord pour voir. Bon, ce que nous allons faire, tout simplement, nous allons nous connecter. Non, nous allons mettre en place donc nous allons faire keep, nous allons mettre en place le allowance pour voir ce que, donc allowance, ici, voilà, allowance, voilà, allowance ici. Donc, create a new component to call the allowance on the connected account. Je n'ai pas fait de OK, account. Voilà, on lance et il y aura un travail qui va être fait. Donc, bon, voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, par exemple, je pense que les deux là, si on essaie de revoir un peu leur design là, on peut les mettre inline, non? Ou bien, si on fait span, non. Si on met le deuxième dans span, je pense que ça va pouvoir marcher. Span, span. Je pense que ça va marcher. Je suis convaincu. Ah, il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Je ne suis pas trop fort en design. Bon, let's understand. Voilà. Donc, le même avec l'adresse de la personne qui veut vérifier. Bon, la personne qui a donné l'autorisation, la personne à qui on a donné l'autorisation. Et ici, ça va être, ça, ce n'est pas, bon, comment je vais dire ça? Soit cette adresse-là est fournie, soit on utilise 0. Voilà, on utilise l'adresse 0 pour vérifier. Donc là, nous avons une erreur. Donc ils disent statnet, OK. Ah, je pense qu'il tournait encore. Il tournait encore. Est-ce qu'il tournait encore? OK. OK, il y a une erreur. Ils disent entry.selector, block ID. Oh, c'est quoi son problème là? On n'a même pas le droit de tout lire. Contract address, classage. Ah, attendez. Il y a quel problème avec lui? Je pense que normalement, il ne doit pas accepter le zero address. OK. Ce qu'on va faire, on va refuser. On va refuser qu'il y ait zero address. Parce que normalement, l'erreur va être autre. Maintenant. Voilà. Donc, cannot convert 0x2 to begin. Voilà. Donc, la conversion, la conversion en begin se fait où déjà? Il est en train d'afficher quoi? On va récupérer ça. Ah, on va récupérer l'erreur et puis on revient. Voilà, on ajoute le contexte et puis on lui donne ça. Super.
Donc, ce qu'il voulait faire ici, c'est que si on n'a pas passé on n'a pas donné une valeur à, spend address, c'est que lui-même il donne 0. Alors que le problème ici, c'est que dans notre ESC20 ici, je pense au niveau de l'allowance, le, il y a une vérification ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si c'est 0, ça va échouer. C'est pourquoi il y a des erreurs. C'est à cause de ça qu'il y a des erreurs. Mais si on avait retiré les vérifications sur les zéros, d'accord, il y aurait pas eu de souci. Donc, non, là, voilà. Donc là, maintenant, on peut check des allowances, oui. Le check allowance ici, qui permet de pouvoir checker une adresse. Donc, le allowance qui a été faite pour une adresse. Donc, comme on avait donné une autorisation à cette adresse-là, on va vérifier, voici, il y a une autorisation. Ils disent que non, non, non. Voilà. Donc, il y a eu une. Donc, quand on check, on dit on lui a donné l'autorisation de dépenser 5. Donc, l'utilisateur connecté a donné l'autorisation à cet utilisateur de dépenser 5. Donc, 5 Hive des 10 Hive qu'il a. Donc, s'il ne dépense pas ça avant que les 10 Hive ne finissent, ah, ça le regarde. C'est un peu comme un chèque. On peut vous faire un chèque pour un compte vide. On peut vous faire un chèque pour n'importe quel compte. Mais c'est quand vous allez aller pour un dossier ou récupérer de l'argent de ce chèque-là que vous allez vous rendre compte que, ah, il n'y a rien dessus. Voilà. Donc, euh, donc là, maintenant, nous pouvons aller peut-être sur le compte, c'est le quatrième, le compte qui a eu l'allowance. Nous allons aller sur le compte, nous allons nous connecter avec le compte qui est sur l'allowance. Voilà. Vous voyez qu'il faut se connecter pour pouvoir faire cette transaction. Donc, nous allons aller sur le compte, le quatrième compte qui a eu l'allowance et nous allons vérifier. Bon, lui n'a pas fait d'allowance pour quelqu'un. Hein. Il n'a donné d'allowance à personne. Donc, lui n'aura pas chose. Mais, il peut dépenser de l'argent du compte de quelqu'un d'autre. Donc, lui, par exemple, il peut donner l'autorisation à quelqu'un de pouvoir dépenser 5 choses. Donc, par exemple, là, il peut donner l'autorisation au cinquième de dépenser 5. Tu vois, là, par exemple, lui n'a rien. Il n'a rien. Mais il ne peut pas donner, oui, il ne peut pas donner l'autorisation à quelqu'un de faire 5. S'il veut donner l'autorisation, ça va refuser. Si je ne me trompe pas, ça va refuser. Ah bon? Attends. Non, ça doit échouer. Ah, ok. Ok, 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 ok. Comme il a le. Est-ce qu'on a fait une vérification? Peut-être que c'est au niveau de notre code qu'on a zaillé pour donner. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas fait de vérification pour savoir s'il a l'argent qui dit qu'on a qu'à dépenser ou pas. On n'a pas vérifié. Donc, c'est pour ça que ça marche. Donc, lui aussi, il peut donner des droits. Alors qu'il n'a rien. C'est un malhonnête. Ça, c'est vie de malhonnête, ça. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire le transfer from. Nous allons écrire un code pour le transfer from. Le transfer from, c'est le transfert, c'est la fonction qui permet de faire le transfert de l'argent du compte de quelqu'un vers le compte de l'autre. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous fait un chèque, et vous a fait un chèque, non. Lorsqu'on vous fait un chèque, vous partez à la banque, la caissière doit pouvoir faire le transfert de son compte à lui vers votre compte à vous ou vers le compte que vous voulez. Voilà, donc le transfer from permet de faire le travail de la caissière. Donc nous allons faire create a new component to handle the transfer from. Voilà. Et donc normalement nous allons avoir quelque chose de vite fait. Donc là, puisque lui, il a le droit de pouvoir dépenser de l'argent du compte de quelqu'un, ce que nous allons faire un transfert du compte de l'autre là. Donc du compte du deuxième, c'est le deuxième ou le troisième? Hey, je suis mélangé même. Ça, c'est au quatrième qu'on avait donné. Donc, le troisième avait donné l'autorisation au quatrième de faire, ouais, de faire des transactions. Donc, lui, on va se connecter en tant que lui, on va faire des transferts sur ce compte, sur lui-même son adresse. Et on va voir si il y aura amélioration ici ou changement ici. Donc, ça tourne, transfer from. Comme vous allez remarquer que c'est le même pattern pour toutes les fonctions, hein, pour tous les components. Hein. On est toujours euh, dans le même schéma.
conversion, appel du même truc et tout. Voilà, donc là, maintenant, il peut faire un transfert franc. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons transférer du compte de celui qui a autorisé vers le compte de celui à qui on a autorisé. Donc, celui qui a autorisé, c'était le troisième, je pense. Eh, eh, ah, j'espère, hein. 5, on a dit 5. Ça a marché. Donc, vous voyez que il a reçu. Donc, si on revient sur le compte du troisième, par exemple, on fait disconnect, on va sur le compte du troisième. Automatiquement, avant, il avait 10. Maintenant, il a 5. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, là maintenant que lui, on a fait tout ceci, nous allons voir les fonctions qu'il reste à implémenter. Les fonctions qui restent implémentées. Donc, nous avons le burn qui peut être implémenté aussi, le burn. Le burn, c'est cette fonction-là qui permet de pouvoir brûler de l'argent ou retirer de l'argent de la circulation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il faut qu'on retire de l'argent, on puisse retirer de l'argent de la circulation. Parfois, pour éviter l'inflation, il faut retirer de l'argent de la circulation pour éviter que cet argent-là ne se retrouve à être facile à gagner et donc ce qui va faire baisser les prix ou quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Quand il y a saturation d'argent, c'est un peu trop compliqué. Donc, le burn permet de pouvoir faire ça. Donc, le burn, nous allons faire create a new component to handle burn function. Voilà. Après, nous allons donner un petit coup de beauté à notre application. Hein. Nous allons lui donner un petit enjolivement pour permettre à ce que ce soit plus présentable que ce que nous avons actuellement. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, normalement, au niveau de Scaffold Stack, vous avez un speedrun. Le speedrun, c'est quoi? C'est un environnement qui vous permet de pouvoir apprendre à coder étape par étape. Speedrun. Je pense que le speedrun, il doit être disponible sur Learn. Voilà, c'est sur Learn. Voilà, speedrun, c'est ça ici. Donc, je vous partage le lien aussi du speedrun. Voilà. Vous pouvez aller là-bas pour pouvoir avoir accès à toute une panoplie de choses qui vous permettent de pouvoir apprendre au fur et à mesure, donc de manière graduelle et successive. Voilà. Donc, nous avons le burn, la fonction, le component burn qui a été créé ici. Et oui, merci, OK. Donc, nous avons le burn qui vient d'être implémenté. Donc, lorsqu'on revient ici et qu'on va en bas, nous avons burn token. Donc, cet utilisateur-là, il a 5 et au total, nous avons 100 en circulation. Donc, quelqu'un a 5, quelqu'un d'autre a 5, quelqu'un d'autre a quoi? 90. Attendez, je vais voir. Le premier, là, il a combien? Le premier, il a 90, voilà. Donc, le premier qui a 90, par exemple, là, il peut décider de brûler quoi? 10. S'il brûle 10, automatiquement, nous avons 10 qui sont partis du total supply et nous avons 10 qui sont partis de chez lui. Donc, automatiquement, on a brûlé de l'argent, on a retiré de l'argent de la circulation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, le total supply a changé. Donc, toute l'argent que nous avons en circulation actuellement, c'est 90. Et lui, celui-là, 80. Et les autres ont 5, 5. Ce qui fait 90. Voilà. Ensuite, nous allons mettre en place nous allons faire keep. Et nous allons mettre en place le mint. Le mint qui nous permettait de pouvoir créer de la monnaie. Donc, créer de la monnaie, injecter de la monnaie dans la circulation. Donc, ce que nous allons faire, create a new component to handle a mint function. Ah, non, c'est pas mint, c'est min. Mint function. Voilà. Donc, le mint, il crée de la monnaie pour quelqu'un en particulier.
comme nous l'avons vu ici, au niveau du debugging ici, nous avons le mint ici. Donc, on met l'adresse du destinataire et le compte, le combien on veut minter sur son compte et automatiquement, il est crédité. C'est un peu comme lorsqu'on coupe de l'argent à la fabrique nationale de la monnaie, un peu comme dans la Casa de Papel. Vous connaissez la Casa de Papel, hein? La plupart d'entre vous ont suivi la Casa de Papel. Il y a quelque part, on coupe l'argent. Mais quand on coupe l'argent, on fait comment pour injecter ça dans la circulation? Ça passe sur un compte. Et généralement, ça passe sur le compte de la banque centrale. Voilà. Donc, c'est la banque centrale maintenant qui va prêter cet argent aux banques. Et maintenant, les banques vont commencer à utiliser cet argent pour faire des choses, faire des trucs et tout ce qui va avec. Voilà. Et c'est par les banques maintenant, nous, on commence à avoir de l'argent. Et à vrai dire, les banques ne possèdent que, je pense, 7%, 7 ou 11% de l'argent qu'ils doivent avoir. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, on peut revenir ici. Voilà, nous avons le mint token ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons minter de l'argent sur une nouvelle adresse ici, qui va être sur 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième adresse ici. Nous allons minter de l'argent, nous allons le rendre riche. Donc, nous allons minter 100 pour lui seul. Donc, 100, non, 1000. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. On va faire mint. Donc, on finit de minter. Vous voyez ça? On a minté de l'argent. Le total supply est monté en même temps bas. Vous voyez? Voilà. Donc, le total supply, c'est ça maintenant. Donc, la totalité de l'argent qui existe actuellement, c'est ça. C'est approximativement ça. Maintenant, ce qui va se faire, c'est que quand on part sur le compte de la cinquième personne, on va trouver ce montant. Cinquième personne. Voilà. Voici son compte a été crédité de ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 90 là sont restés derrière quelque part là-bas. C'est négligeable en quelque sorte face à tout ceci. Donc, c'est un peu ça. Donc là, nous sommes à la fin de l'intégration de notre date. Maintenant, nous allons essayer de revoir le design. Donc, modernize the page. Donc, TXX design. Voilà. Modernize. Bon, il va comprendre. Donc, c'est un peu ça. Il va essayer de nous designer ça pour que ce soit un peu plus joli. Donc, ça, c'est, vous pouvez faire des interfaces comme ça pour pouvoir permettre, pour partir en hackathon avec. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Partez en hackathon avec très vite. Facilement, vous pouvez présenter tout ce que vous faites. Si votre objectif, c'est de faire une application qui permet de transférer de l'argent aux gens, tout de suite, vous avez un formulaire qui permet de transférer l'argent. Et puis, tout le monde est content, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a ces 20 token dashboard. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons plutôt l'appeler la page là où même. Elle est, voilà, elle est ici. Donc, au lieu de l'appeler IRC20 token, nous allons l'appeler Hive token. Voilà, dashboard. Voilà, Hive token dashboard. Et puis, la couleur qu'on lui a donnée là, from primary to secondary. Est-ce que red, ça peut marcher? Est-ce que red existe? Est-ce que ça existe? Non. Non, non, non. Non, non, non. Red n'existe pas. Bon, on fait keep. Voilà, on a correct the total supply and balance total supply and balance view. The amount is too big.
Euh, oui, voilà, decimals, decimals, voilà. Donc, là, maintenant, il va essayer de formater ça pour que ce soit plus intéressant au lieu d'afficher tout ceci, quoi. Normalement, nous-mêmes, on pouvait faire ça, hein, pendant sauf. On pouvait, par exemple, venir là et formater, quoi. Normalement, balance divisé par. Normalement, ça a été divisé. Pourquoi ça s'affiche comme ceci? C'est c'est assez relou. Ah, c'est nous, on a demandé, non? Voilà, ça sur nous maintenant. Bon, ce que nous allons faire, nous allons juste revoir un instant que ça finisse. Nous allons juste revoir la taille du texte et puis je pense qu'on sera OK pour la fin. On sera OK. Hum, non, nous allons faire un undo. Si, parce que je pense on n'est pas du tout satisfait de ce qui a été fait là comme travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait encore? OK, undo. On va couper ça. Yes. Voilà. Donc, là, voilà, on va revenir ici. Donc, ici, au lieu d'avoir un 3XL, on va avoir un XL tout simplement. Voilà. Et au lieu d'avoir bolt, on va retirer le bolt là. Ça ne doit pas être un texte en bolt. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Mais on peut mettre ceci en bolt. Voilà. Je pense que ça, c'est mieux. Donc, on revient faire ça au niveau de total supply aussi. Total supply. On va remove tout ceci. On va mettre ceci. Et ce monsieur va être en bold. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste pusher. Kit. Non. Implement. Non. Euh, euh, integrate a smart contract on the front end. Voilà. On va faire commit. Et on va faire push. OK. Voilà. Voilà, c'est pushé. Maintenant que c'est pushé, nous allons aller sur GitHub, Apaco slash ERC20, ERC20-workshop. Voilà, donc voici le projet avec voilà, voici le projet, je vous partage ça ici. Voilà, vous pouvez récupérer ça, vous pouvez voir comment ça marche, tout ce qui va avec le smart contract. Je pense que les tests sont à l'intérieur. Non, non, non. Les tests sont de l'autre côté. Les tests ne sont pas ici. Donc, c'est un peu ça. Euh, pour les events, bon, un instant, je vais ajouter les events. Close all. Voilà. On va réouvrir le smart contract. On va ajouter des events ici. Ce que je vais faire tout simplement, au lieu de souffrir, nous allons venir ici. On va venir sur ERC20, ce projet-là. Et je vais récupérer les tests, je vais tout simplement récupérer un événement qu'on va pouvoir récupérer, genre, tester. Voilà. Donc,
là, contracts, SRC et puis custom ERC20. Et ensuite, nous allons descendre un peu. Vous allez trouver Events ici. Voilà. Qui permet de faire transfert. Voilà. Donc, transfert. Nous allons récupérer. Nous allons venir ici. Voilà. Donc, ça, c'est un event. Nous avons le event. Ah, il a bougé. Celui-ci a bougé. Voilà. Normalement, il ne devait pas avoir d'erreur. Pourquoi il y a une erreur? Pourquoi il y a une erreur? Est-ce que j'ai oublié d'importer quelque chose? Type annotation needed. Like how? Approval. Ah, ok. Attends, on va remove les événements qui n'existent pas ici. Voilà, les événements qu'on n'utilise pas. Le seul événement qu'on utilise, c'est transfert. Donc, on va au niveau de transfert ici, et puis on va émettre l'événement. Emit, transfert. Voilà. Donc, je pense que là, ça doit être au point. Il dit quoi? Identify a not found like how. Euh, ok. Self.emit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est suffisant. Donc, là, maintenant, nous avons un événement qui est retourné dès qu'il y a, dès qu'il y a un transfert qui est fait. Donc, ce que nous allons faire, nous allons redéployer. Donc, yarn deploy. Tout ça, nous avons un événement qui est émis à la suite d'un transfert. Dès qu'on finit de faire un transfert, il y a un événement qui est émis qui permet au front-end de pouvoir savoir que, il y a un événement qui a été émis. Donc, ce que nous allons faire, nous allons demander à notre IA de considérer, donc consider the event emitted in the transfer function. Use it on the front end. Voilà. Super. Et on pousse. Voilà. On lui a remis, on lui a dit ce qu'on voulait. Il va nous faire un retour et puis on va voir ce que transfer events. Voilà. Il y a une erreur dans transfer events. C'est quoi l'erreur? Event name. Il dit quoi? Type transfer is not assignable to type events. Donc, allons sur le front-end voir. Déjà, let's run everything. Donc, comme je l'avais dit, on doit reprendre avec yarn chain pour pouvoir lancer le DevNet dans l'environnement local. Yarn est devenu Yasn. OK, donc yarn chain pour pouvoir avoir le DevNet. Ensuite, yarn deploy qu'on est en train de faire avant qu'on ait la machine qui plante et que je sois drop out. Donc, nous allons déployer la nouvelle version avec qui prend en compte l'événement, la mise en place de l'événement ici dans le smart contract. Dans l'événement ici dans le smart contract. Et ensuite, nous allons lancer le front-end. Donc, avec yarn start. Donc, yarn start. Voilà. Et donc, ça va se lancer sur le serveur localhost. Voilà, ici. Il est où déjà? Ici. Où c'est où? Voilà, c'est ça ici. Localhost. Voilà. Localhost va se charger maintenant.
qu'on puisse avoir accès aux résultats très facilement. Le résultat, voilà, le résultat. Super. Donc là, nous avons droit au résultat. L'utilisateur qui est connecté, il n'a rien du tout sur son compte. On se connecte avec... Ah oui, 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 on n'a plus rien, on n'a plus rien. Comme on a relancé, on n'a plus rien du tout sur nos comptes. Donc, transfert events, OK. Donc, normalement, si on fait un transfert, on doit pouvoir avoir le event qui s'affiche ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons minter sur ce compte-là. Donc, le premier compte, on récupère cette adresse et puis on va faire un mint sur ce compte-là. Mint. Ce compte-là, 1200, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Mint. Le mint, il est bon. Maintenant qu'il est bon, nous allons essayer de faire le transfert vers un autre compte. Donc, nous allons essayer de transférer de l'argent de notre compte, donc du compte de celui qui est connecté, vers un deuxième compte. Donc, transfert, il est où? Transfert. Voilà, nous allons mettre ça ici. Et nous allons lui envoyer 10 000 et 10. Donc, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3. Ah, transfert. Voilà, le transfert est passé. Vous voyez qu'il y a eu réduction sur son compte. Donc, normalement, on a, voilà, vous voyez qu'il y a le, l'événement qui a été émis avec, mais le amount, il est faux. Ça, c'est le reste qui est ici. Ah, c'est le, ah, ok, 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 ok. Donc, c'est le amount qui a été envoyé, transféré. Ça, c'est un problème de conversion. Sinon, normalement, ça devait être 10 avec 0,00. Et là, nous avons celui qui reçoit, celui qui envoie. Vous voyez, non? Donc, ça permet à l'utilisateur, au développeur front-end de pouvoir travailler avec ces données-là. Donc, il peut, par exemple, afficher un log ici, genre, c'est un log, un pop-up ici, ou un message qui dit message transféré, ou qui, s'il veut enregistrer quelque chose dans une base de données qu'il a lui-même créé quelque part, il enregistre ça. Donc, historique de transactions et tout ce qui va avec, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, nous allons pousser ça aussi et puis nous serons à la fin euh, et de notre session d'aujourd'hui. Donc, handle events et nous allons push it. OK. Super.